Donc moi je suis très heureuse de juste poser des questions et animer cette discussion à laquelle j'espère que tous vous allez participer, tous nous allons participer. Alors pour présenter donc, nos intervenants, à ma droite et à ma droite, Susana Gallego Cuesta qui est donc conservateur au Petit Palais, spécialiste de photographie, d'origine espagnole, mais d'où en Espagne? De Huesca, mais j'ai grandi à Barcelone. D'accord, donc presque catalane. Catalane. Catalane, ok. Et puis Jean Kempf, qui est professeur on va dire, d'histoire culturelle des États-Unis à l'Université de Lyon 2, qui écrit beaucoup sur la photographie aussi. Et donc l'idée c'est, si j'ai bien compris les règles du jeu, que chacun, l'un après l'autre, vous parliez pendant 15 à 20 minutes sur la question photographier les Amériques. Et puis ensuite, bien, on embrayera sur des questions, des remarques et un dialogue qui nous tiendra jusqu'à 20 heures. Voilà. Alors, la question, c'est qui commence? Allez-y. Qui lance la première pierre? C'est moi. Bah, du coup, je vais vous piquer la chaise. Voilà. Voilà, donc, nous faisons un petit numéro, un pas de deux. Ça commence bien. Ça, j'essaie. Bonjour. C'est un peu... ce n'est pas du tout une tentative d'explication définitive de ce que serait photographier les Amériques, j'espère. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire les textes qu'on vous a proposés. Non, pas du tout, oui. Ça vous dit quelque chose? Tout simplement parce que la question qui se pose ici va peut-être vous surprendre ou vous perdre, je ne sais pas trop. C'est un peu l'inquiétude que j'ai, puisque j'ai choisi de... Comme d'habitude, je vais mettre 3 siècles à comprendre comment ça marche. On va peut-être se déplacer pour voir Jean. Ah oui, pour... Le diapo. Bon, on va commencer. Je vais réfléchir à ça. J'ai trouvé. Parce que j'ai pris le parti d'aborder la question, comme disait Jean à l'instant, très postmoderne, et la question de qu'est-ce que la photographie documentaire et que serait la photographie documentaire en Amérique latine, notamment, ou dans une Amérique du Sud au sens large. Je ne compte absolument pas y répondre puisque la question est complexe et que le dernier numéro de la revue IDEAS a quand même énormément creusé la question. J'espère que vous l'avez tous lu ou que vous allez le lire. Mais du coup, c'est en réfléchissant à cette question, on peut aborder la question de la photographie américaine de mille et une manières, puisque non seulement on a un continent entier devant les yeux, mais en plus des traditions de plus en plus qui s'historicisent de plus en plus. Pendant très longtemps, le modèle européen, nord-américain et européen de l'histoire de la photographie a marqué le territoire et en gros, il n'existait de photographie que états-unienne ou presque. Petit à petit, l'histoire de la photographie a commencé à s'étendre un peu plus. C'était l'année dernière, au mois de juin, fin juin, que se présentait un livre aussi sur Hercule Florence, l'un des inventeurs de la photographie, qui était brésilien ou français. Donc l'histoire avance un peu partout, les archives, l'exploration des archives aussi, la constitution de corpus aussi, puisque c'est un peu l'énorme manque dans les terres latino-américaines surtout, la constitution d'archives et de mémoire et de préservation de collections photographiques comparables à celles de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Et donc la question documentaire s'inscrit là un peu comme dans toutes les terres photographiques, c'est-à-dire à peu près partout. Que faire de cet outil qui a un drôle de lien avec le réel? Outil, objet, œuvre, qu'est-ce qu'une photographie qui parle du monde? Et donc dans ce numéro d'IDEAS, il était question de plusieurs approches, que ce soit de la photographie sur le sujet de l'Amérique ou faite par des artistes, des auteurs, des journalistes américains. Et donc du coup, j'ai tout de suite bondi, puisque la question du document pour un historien de la photographie est un peu la tarte à la crème. On doit de toute manière se poser la question, celle-là est celle de l'indicialité de la photographie. Ces deux choses, vous sortez ça à vos élèves, ils s'évanouissent, puisque on parle de ça depuis environ 150 ans.
Et donc, la question du document et de la photographie documentaire a énormément fait écrire, énormément fait discuter. Vous le savez très probablement. Peut-être que vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure, puisque parmi les textes qui vous étaient proposés, il y avait aussi celui un extrait du texte fondateur d'Olivier Lugon sur le style documentaire. Le débat fait rage encore et toujours. Et j'ai un peu bondi parce que je trouve que c'est quand on ne connaît pas la photographie d'Amérique latine, on n'en connaît que la photographie documentaire. Et encore un certain document qui a tous les pires travers du document. Donc quelque chose de très, pour le dire vite et cruellement, très National Geographic. On va vous parler de Salgado, les mineurs du Potosi, on va vous parler des tribus amérindiennes en Amazonie et de quelques autres taudis des mégalopoles du Sud. Bien sûr, quand on prend le temps de regarder d'un peu plus près, on s'aperçoit que tout ça est bien plus complexe. Mais c'est ça qui m'a fait réagir très rapidement, de voir qu'on en parle, et que malgré les différentes expositions qu'il y a pu y avoir à Paris, le regard très français et très documentaro-français, dirais-je, qui privilégie énormément la question du style documentaire, ce n'est pas pour rien que ce livre a été écrit en français, fait la part belle à une certaine expression et met dans l'ombre toute une autre partie. Bien sûr, loin de moi la prétention de réussir à vous montrer tout ce qui se fait ou pourrait se faire. J'ai donc fait un choix totalement arbitraire de deux artistes qui me tiennent à cœur. Je voulais vous parler de ces deux artistes-là, en particulier pour essayer d'aborder la question de, non pas le documentaire, mais le document. Puisque c'est là que le mot fâche. C'est pour ça que je convoquais Martha Rosler, son texte fondateur, In, Around and Afterthoughts, et le texte qu'Alan Sekula a écrit juste après, de grands photographes, de grandes personnalités du documentaire, ou en tout cas de l'archive et du document, puisque c'est un peu les termes que ces deux artistes et leurs suiveurs privilégient, les mots archive et les mots document. Donc c'était un peu mes deux figures tutélaires pour vous parler de deux pratiques tout à fait singulières, certes, mais qui me semblent être représentatives d'une certaine manière d'appréhender la photographie dans ces générations-là et aussi dans les contextes politiques et géopolitiques dont nous avons à parler maintenant. Le premier artiste duquel je voulais vous parler, c'est Eugenio Dittborn, qui est chilien, qui est né en 1943. La deuxième sera Johanna Calle, qui elle est colombienne et qui est née en 1965. Deux artistes très différents, deux générations, deux genres, deux pays, deux pratiques. L'un se revendiquant Dittborn peintre depuis toujours, l'autre ayant une pratique graphique, dessinante. Donc pourquoi vous parlez d'un peintre et d'une dessinatrice pour vous parler de photographie? Eh bien parce que ce sont des gens qui sont extrêmement plongés dans le matériau photographique. C'est quelque chose qui est assez évident quand on parle de la génération de Dittborn, par exemple. Ces gens qui ont atteint la maturité plastique à la fin des années 60, naviguaient dans un univers visuel un peu post-pop conceptuel dans lequel l'image photographique était l'objet trouvé par excellence. On est dans un univers dans lequel la remise en question du réel passe par l'objet trouvé. Duchamp est passé par là. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi une véritable prise en main par Dittborn de toute cette masse de documents bruts qui viennent de la presse. Il est à la base, il a commencé il s'est formé au dessin et à la peinture et à la sérigraphie, qui a été un peu le péché originel pour lui, puisque par la sérigraphie rentre toute une tradition de reproduction du photographique sur toile qui lui permet de coloniser un univers visuel, celui de la presse et de la presse quotidienne, de la presse magazine, mise au rebut. Et il collectionne énormément de coupures des années... Il rentre au Chili en 1972, après des études en Europe, et il collectionne énormément de vieux papiers, et notamment la photographie policière des années 30, 40, 50. La photographie policière qui a une histoire tout à fait particulière en Amérique latine, puisque le procédé de Bertillon, inventé
je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, mais c'est le procédé de fiches anthropométriques inventé par Bertillon à Paris à la fin du 19e siècle, début du 20e, a eu un succès fulgurant tout de suite, en Argentine notamment. Ça a été très très vite intégré aux pratiques criminologiques de l'autre côté de l'océan. Petite parenthèse, mais juste pour rappeler ce fait-là et cette fascination de la police, d'une certaine police en tout cas du cône sud, pour l'image anthropométrique. L'artiste glane donc toutes ces images pléthoriques de criminels parues dans la presse, ou alors dans les archives policières, mais essentiellement il s'agit de portraits de criminels qu'il retrouve dans des revues comme El Detective ou Beas, qui sont des revues qui paraissent depuis le milieu des années 20 jusque dans les années 50, jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. Ces photographies sont en fait un matériau un peu obsessionnel chez lui, que l'on va retrouver après. Là, je vous montre quelques images, donc, notamment celle que vous avez à l'écran, qui fait partie de toute une investigation autour des rostros. L'historia del rostro, c'est quelque chose aussi qui revient, c'est un corpus assez important dans le travail de Diplo. Et donc il va pêcher ces photographies de criminels parce que ce qui l'intéresse, c'est il appelle ça la collision entre l'appareil photographique de la police et le visage des inculpés, des voleurs et des voleuses dont il s'inquiète. Ce sont très souvent des visages et des personnages qui sont des petites frappes, ce qu'on appelle communément des petites frappes, en tout cas des voleurs de segunda categoria. Ce n'est pas du tout des grands assassins et des grands criminels qui défrayent la chronique, ce serait vraiment le tout venant de la piétaille de la pègre. Vraiment des petits, très souvent des ruraux tout récemment arrivés en ville, très pauvres, et qui commettent des petits larcins, et qui sont en fait la chair et le sang de l'activité policière dans les grandes villes, et dans la presse aussi. C'est leurs visages qui sont le plus représentés. Leurs visages, mais aussi, suivant ce principe de la photographie anthropométrique, leurs visages, leurs noms, leurs différents noms, les vrais, les faux, les alias, quelques caractéristiques physiques qui les caractérisent, et parfois des détails corporels étonnants. Mais c'est vraiment sur les surnoms et sur les noms que l'affiche résonne le plus, et l'on comprend du coup que Dithborn associe à ces portraits qu'il glane et qu'il sérigraphie ensuite sur toile, dans ce cas-là, de Reinas, il y associe très facilement des dictons, des mots, des chansons populaires. Il recoupe les visages du peuple avec les mots du peuple. Parce que, vous allez le voir juste après, hop, vous pouvez retrouver, donc vous avez des images bien plus anciennes, ces premières reinas viennent d'archives un peu plus années 30 que celles-ci qui sont postérieures. Vous voyez au pied de l'image quand même toute cette description, le nom de la personne, son genre, ses noms, surtout ses noms, cette grande répétition de noms divers et variés qui caractérise ces personnages et leur donne un visage assez particulier. Donc c'était ces portraits-là à la Bertillon, mais pas que à la Bertillon puisqu'il nous manque le profil et le trois quarts, ces portraits-là qui nourrissaient les revues de criminologie. Et donc des revues de criminologie qui avaient un public et une circulation commerciale à part entière, ces visages qui circulent. Et c'est ce qui intéresse au plus haut point Dithborn depuis le tout début de sa pratique. C'est comment l'image peut être, bon, c'est quelque chose d'assez classique dans sa génération, on va dire, mais comment l'image peut être l'expression d'un lieu de contrôle, d'un lieu où l'État exerce son contrôle sur les individus. Ce qui l'intéresse, dit-il, c'est la pétrification qu'est la photographie. La surface de l'image est un peu le seul lieu possible pour ces gens-là, pour ces visages-là, puisqu'on les arrache de la marge par la photographie, on les pose devant l'appareil étatique, et qu'on les prive aussi de centre. Ils n'ont pas vraiment de place autre que ce petit rectangle photographique dans lequel tout d'un coup ils accèdent à une existence. Dithborn parle à leur sujet de reliques profanes. Les photographies sont pour lui des sortes de lieux de sédimentation
où la vie publique et les événements s'entassent, et c'est plutôt des ruptures, des lieux d'ouverture, des cassures dans le tissu qui permettent de voir, de laisser filtrer un peu la réalité. C'est vraiment ce rapport-là au document qui est caractéristique. Il ne cherche pas une vérité de ces visages. Il y a là-dedans, je vous le montrais, il y a ces visages-là de quelques années qui ont exactement la même légende, le même vers de Gabriela Mistral par-dessus. Todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar, Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. C'est indistinct, les mots circulent sur les visages qui finalement ne sont pas des individualités. Ce travail de recyclage du visage, de digestion du visage, qui est en soi une digestion d'une identité, est poursuivi dans ce qui s'appelle, quelques années après, à partir de 1983, les pinturas aeropostales. Dithborn a trouvé, il travaille avec la sérigraphie depuis un moment, les techniques diverses, depuis en tout cas le début des années 70, il mélange toutes ces techniques-là, avec la photographie trouvée, de l'intervention directe sur de la toile, sur du papier. Les peintures aéropostales sont pour lui, en pleine dictature chilienne, il est de ceux qui sont restés, sont pour lui un moyen d'être présent sur la scène internationale tout en ne bougeant pas du Chili. Donc voilà à quoi ressemble une pintura aéropostale quand vous la recevez dans votre lieu d'exposition, une enveloppe aéropostale pour envoi, avec toutes les informations nécessaires à l'itinéraire de l'objet, puisque dans cette enveloppe est pliée la peinture, qui s'appelle quand même une peinture, même si c'est un objet complexe et composite. Donc la peinture est pliée en plusieurs volumes, en plusieurs plis, et est ensuite introduite dans l'enveloppe qui va être envoyée à New York, Cologne, Paris, et parfois la même enveloppe va parcourir tout ce chemin, c'est indiqué d'ailleurs dans l'itinéraire. Et il y a aussi une sorte de protocole avec l'enveloppe, c'est dans le texte, il explique quel est le propos de chaque grande peinture. J'aurais peut-être dû vous présenter des vues d'exposition pour que vous compreniez un peu ces objets qui du coup ils portent la trace de leur voyage puisque leurs plis sont ostensiblement visibles. On peut les coller un peu les uns aux autres comme une énorme frise, on peut les superposer, on peut les individualiser. Bien sûr, il ne faut jamais les encadrer, ça n'est pas comme ça que ça se présente. Mais il y a là une manière assez étonnante de voir ressurgir la question de la peinture, qui est celle que pose Dithborn, mais aussi la question du dialogue entre épaisseurs d'histoire, puisque c'est ce qui l'intéresse essentiellement, de voir voyager les images et de les laisser partir sans lui. À ce titre, il est très intéressant de voir que dans cette aventure des peintures aéropostales, il poursuit sa recherche de visage. Les photographies que je vous ai montrées juste là, de ces séries-là, de Reinas par exemple, dans ces années 70, début des années 80, ont des titres assez parlants comme Vistas ou Esperanza ou Refranes qui parlent énormément du protocole. Les peintures aéropostales vont-elles avoir un titre générique pour beaucoup, Historia del Rostro, dont je vous parlais. Il y en a 150 dans Historia del Rostro. Il y aura aussi d'autres aventures sur le voyage, par exemple. Il y a des grandes thématiques auxquelles peuvent être reliées ces peintures aéropostales. Dans l'une de ces peintures aéropostales, que je ne vous montrerai pas ici, puisque elles sont difficiles à reproduire parce qu'elles peuvent être immenses finalement. Pliées sur elles-mêmes, elles voyagent loin et peuvent recouvrir des très grands volumes. L'une de ces peintures aéropostales s'appelle la Historia del Rostro Hueso Muerto, c'est la numéro 93. Et on y voit des visages de tout type, puisque là où Dithborn a commencé avec le matériau photographique criminologique, il va vite étendre sa quête et son glanage d'images à tout un tas d'autres typologies, et notamment la photographie ethnologique, bien sûr, rien que de très logique dans cette colonisation du visuel. Il va commencer à tout prendre, partout, à découper la pub, à se servir aussi de dessins d'enfants. Il collabore, comme il dit lui-même à l'époque, avec sa fille Margarita qui a 7 ans et qui dessine des visages. Et donc tous ces visages se superposent. Les portraits parlés, donc
du bertillonnage, tout ce qui est la description des caractéristiques physiques des criminels. Il y a une superposition là, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette image. Il y a une superposition de visages pour essayer de faire ressortir dans cette Historia del Rostro l'étrangeté de ce qu'est un visage. La photographie qui, pour lui, est la chose la plus étrange, la moins représentative d'un visage, finalement. Dithborn a là un rapport à cet objet d'aliénation presque, de très très grande distance avec l'objet photographique qu'il nous propose de suivre. Et c'était intéressant pour moi de vous montrer cette Pintura Heliocostal relativement récente, elle n'a qu'une vingtaine d'années, pour que vous compreniez un peu aussi le fonctionnement de cet imaginaire documentaliste ou archivistique, je ne sais pas trop comment l'appeler, puisqu'il fait feu de tout bois. De l'image culturelle à la pub tronquée, au texte volé dans un manuel, à la photographie criminologique, encore une fois. Il y a là des superpositions qui rappellent beaucoup les procédés warburgiens de collage et de création de sens par concomitance. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant dans cet usage du document. Un document plus un document égale 1 et 1 n'égale pas 2, 1 et 1 égale 3 chez Dithborn. On est dans cette lignée de l'intensification iconographique par l'accumulation. Juste à ce titre aussi, une petite remarque, puisque c'est toujours très intéressant de voir Dithborn est le contraire de l'artiste contemporain aujourd'hui qui arrive les mains vides dans les biennales et qui crée in situ. Lui, il reste chez lui, il envoie ses œuvres au loin, et elles reviendront peut-être. Voilà le premier cas de figure duquel je voulais vous parler, celui très sommairement, encore une fois, puisque c'est quelqu'un qui a une carrière immense, d'Eugenio Dithborn. L'autre artiste de laquelle je voulais vous parler, elle a une pratique, on va le voir, ou j'espère en tout cas qu'on va le voir, tout à fait à l'opposé. Même si le matériau qu'elle va chercher n'est pas si éloigné de celui de l'artiste chilien. Johanna Calle, dont vous avez peut-être vu les grandes rétrospectives organisées il y a quelques années ici à Paris, à la Maison de l'Amérique latine, est surtout connue, je vous le disais, pour ses dessins. Mais quand on dit dessin, on n'a pas dit grand-chose, puisqu'elle a une pratique du dessin tout à fait post-graphique ou post-moderne, elle aussi pour le coup, puisqu'il y a assez peu de graphite dans ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de scalpels, beaucoup de fils à coudre, beaucoup de fils de fer, beaucoup de vide et de collage et de travail dans la chair même du papier. La seule chose qui survit dans cette pratique du dessin traditionnel, si on peut l'appeler comme ça, ce serait le monochrome. Le fait que tout est sans couleur plutôt, c'est pas monochrome, puisqu'il y a quand même de la couleur avec les papiers de support qu'elle utilise. Et là-dedans, on s'aperçoit, puisque son travail est très très connu outre-Atlantique, aux États-Unis comme en Amérique latine, mais beaucoup moins en Europe. Où ce qui est arrivé essentiellement, c'était beaucoup de ses dessins au fil de fer et de ses dessins partitions. Elle travaille énormément avec la lettre, les mots. Et on n'avait peut-être pas une image assez claire de cette pratique composite, dans laquelle on s'aperçoit qu'au fil des années, la photographie prend une place de plus en plus importante, on pourrait même dire inquiétante, puisqu'elle s'en sert pour faire bouger les lignes de son propre travail. Elle a commencé à apparaître, la photographie, en tout cas dans ses pièces finies, dans cette série qui s'appelle Progenie, dans laquelle elle travaille avec des photogrammes, c'est-à-dire avec ce que l'on pourrait appeler par ailleurs des radiogrammes. C'est de la photographie par contact. Donc ce n'est pas vraiment ce que l'on entend par une photographie documentaire, c'est une construction de lumière. Et cette série est une mise en scène de ce que serait une famille plus ou moins dysfonctionnelle, toujours dans les préoccupations de Johanna Calle autour de des questions graves. Elle touche à des questions très très graves de manière apparemment très, très légère. Je pensais avoir mis un détail pour que vous voyez un peu mieux. Ma reproduction n'est pas assez juste pour que vous
puissiez comprendre exactement la matière de ces objets, mais ce sont des objets de petite taille, très fantomatiques, dans lesquels la seule trace de réel est le contact qu'un jour a eu la lumière, puisque les objets que la lumière a traversés, ce sont des créations de papier et de fil de l'artiste elle-même. Mais juste après, elle commence à utiliser des photographies trouvées, que ce soit de la photographie, ce qu'on appelle aujourd'hui de la photographie vernaculaire, de la photographie de famille, ou de la photographie de presse, qu'elle mélange dans une série pleine d'humour. L'humour de Caille est plutôt grinçant. Ici, pour une fois, il est relativement léger, si on peut le dire comme ça, puisque l'iconographie, vous allez le voir, n'est pas si légère. Mais cette série s'appelle Colombianismos. Et elle s'inquiète de la manière de parler, ou s'inquiète, met en scène la manière de parler l'espagnol dans la Colombie contemporaine. Et pour ce faire, elle utilise des photographies des années 50-60. Qu'elle évite, découpe, la pratique de la découpe chez Caille étant extrêmement subtile. Elle travaille avec des lames très fines. Son atelier ressemble plutôt à l'atelier d'un brodeur de haute couture qu'un atelier de dessinateur ou de peintre. Et elle découpe ces images et elle en montre le vide. Donc vous avez ici Amalaya ou Berrinche. Je vous le disais, la lettre a un poids très important dans son travail. On est toujours dans cette intervention et dans cette réinterprétation ou digestion du document photographique qui prend un tout autre sens, un tout autre air. Mon préféré est peut-être celui-ci, El Messier, qui est un évidement d'une scène de classe, peut-être une photographie de famille. Caille a un rapport assez intense avec la photographie et on s'en aperçoit quand ce qui n'était qu'une intuition chez moi, parce que je sais que ce travail m'intéresse énormément, le travail de Joanna Caille. Mais je me suis dit, est-ce que vraiment la photo joue un rôle assez important pour qu'on puisse en parler? Et c'est en grattant et en partant à la recherche de ce que j'avais bien pu voir d'elle et de ce que l'on peut voir d'elle à droite et à gauche, pas forcément à Paris, qu'on s'aperçoit à quel point finalement la photographie est absolument partout. Mais une photographie très bizarre, vous allez le voir, dans cette série Partitura, pour laquelle j'ai un détail mais qui n'est pas terrible. Je m'aperçois que je vois mieux moi sur mes écrans, je ne suis pas sûre que vous y verrez quelque chose. Cette série Partitura, Partition donc, est une série qui est composée de 27 plaques. Elle est constituée de ce que l'artiste appelle des dessins photographiques. J'ai gardé les appellations que l'artiste donne des techniques à ses pièces. Parce on en a parlé tout à l'heure avec Ditborn, il était question de sérigraphie et de tout un tas d'autres choses. Ici, on parle de photographie intervenida, que j'ai traduit par photographie modifiée. On parle de photogramme, ici de dessin photographique. Bon. Ce sont des dessins, si on veut les appeler comme ça, en tout cas des photographies manipulées, recoupées, et des photographies trouvées en Autriche, et ordonnées selon un ordre alphabétique arbitraire, qui part du principe d'un ordre alphabétique allemand, germanique, mais dans lequel on aurait rajouté les lettres hispaniques CH et WL, donc tout ça se mélange. Ce qui fait que certaines lettres deux lettres occupent une même feuille, d'autres, bon, ce n'est pas du tout très rigoureux. Comme vous le voyez, les trous dans la partition en parlent. Il y a aussi une grande obsession musicale chez Caille, qui travaille énormément à intervenir sur des vraies partitions de musique. Donc il y a là un rythme tout à fait personnel, et des lettres s'étendent sur d'autres lettres s'étendent sur plusieurs supports. Et Partitura est du coup pensé vraiment comme l'assemblage de différentes parties. Et il est question là ce sont des photos tout à fait anodines, de la photographie familiale, vernaculaire toute simple, qui a été redécoupée et dont les éléments ont pour la plupart disparu quand ce ne sont pas les têtes. Et il y a aussi un jeu là-dedans avec la maladresse de la prise de vue, même si ce ne sont pas des photos ratées qu'elle intervient. C'est de la photographie dont le sens est encore extrêmement parlant. Donc on est dans Partitura, et là la photographie a vraiment pris le dessus. Elle a pris une grosse importance dans ce travail-là, qui du coup commence à se décliner dans cette pratique du dessin photographique,
commence à faire feu de tout bois. On voit une première phase, c'est par comparaison avec Didborn qu'on peut le voir, une première phase de monothématisme autour d'un certain type de photographie qui fait qu'une fois que le médium est maîtrisé, en tout cas que les possibilités en sont connues, on s'étend et on commence à tout utiliser. Et la pratique devient du coup celle de l'herbier, celle de l'échantillonnier animal, ou carrément celle du photocollage, parce qu'on appelle encore ceci un dessin photographique, mais il s'agit là d'une série Preludio, toujours dans la référence musicale, établie à partir d'un ensemble de polaroïdes de la collection de l'artiste et de son mari. Et c'est là qu'on apprend, en se renseignant un peu sur tous ces objets-là, que les deux sont collectionneurs depuis de très longues années de photographies trouvées, de photographies anonymes, de photographies achetées dans les brocantes. Ils ont une archive photographique assez folle, assez gigantesque. Et donc ceux-ci, ce sont des polaroïdes achetés en Autriche pendant leurs vacances, des photographies d'herbiers, de jardins bien touffus, au-dessus desquels ces polaroïdes, elle intervient par différents biais pour coller un texte sur les chasses aux sorcières de la Renaissance. Dans un lien entre l'herbier, le livre et le jardin et la sorcière, assez évident une fois qu'on vous l'a raconté. Ce qui m'amène à vous dire, j'ai eu la très très mauvaise idée de ne pas prendre une montre avec moi, mais je pense qu'il est grand temps que je m'arrête. Ce qui m'amène à vous parler un peu de cette pratique qu'elle a, par comparaison à ce dont je vous parlais juste avant de la récupération du document chez Didborn. La récupération du document chez Caille procède par un autre biais, même si il y a l'idée que le matériau brut est bon à manipuler. Puisque Didborn est plutôt un héritier, je vous le disais, de Warburg, avec l'idée que le rapprochement est une addition, le rapprochement d'image est une addition. Chez Caille, il y a plutôt là une attitude de soustraction. L'image trouvée est à évider pour en extraire un sens, ou en tout cas créer un sens avec elle. Et c'est ce qui, j'espère, pourra nous amener à discuter. Qu'est-ce que du coup un document? C'est quelque chose qui est finalement très loin du réel. Et qui pourtant en est si près, puisque c'est toutes ces manipulations qui permettent de revenir par un autre biais vers cette question des faits et du récit. Les deux artistes sont assez obsédés par le récit, qu'il soit historique ou personnel, et ils tiennent un propos très politique, chacun dans leur génération, chacun dans leur contexte, avec des objets qui finalement ne sont pas du tout ceux que l'on pourrait attendre. Il faut vraiment les décrypter, il faut vraiment rentrer dedans. Mais le document a quand même un poids très très fort d'intervention dans le monde et de changement de ce monde-là. C'est pour ça que je vous parlais de Martha Rosler au départ. La photographie peut peut-être changer les choses, mais peut-être pas là où on se l'imagine. Merci de votre attention. C'est à vous. Bien, bonjour à tous, merci d'être là, merci de l'invitation de l'Institut des Amériques, donc à l'occasion de la sortie de ce numéro que Marion Gautreau et moi-même avons coordonné. Avant de commencer, je voudrais juste mentionner quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le séminaire, mais j'ai une pensée émue pour Georges Couffignal qui a disparu récemment et je l'ai un peu connu, pas suffisamment probablement, et je pense à lui aujourd'hui parce que je crois qu'il a été important pour cette institution. Alors, donc, j'ai entendu des choses. Alors, je crois que ça va s'organiser très très bien parce que je pense que ma présentation ne pourra pas être plus différente, ne pourrait pas être plus différente de la première, et je dirais que c'est pour cela aussi que ma collègue avait choisi un certain nombre de textes que j'avais qualifiés de postmodernes, et qui sont postmodernes effectivement, et c'est pour ça que j'ai choisi d'autres textes pour animer ce séminaire, avec deux textes dont l'un est celui dont on dit qu'il a inventé le mot documentaire en photographie. Que ce soit vrai ou pas, cela n'est pas très important. C'est une des premières grandes définitions du documentaire. Et le second, parce que tout le monde parle du style documentaire, suite au livre d'Olivier Lugon.
Et quoique aimant beaucoup Olivier Lugon et son travail, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la notion même de style documentaire, et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Et peut-être conclure, en fait, commencer et conclure sur un mot que j'ai attrapé dans votre présentation qui m'a passionné et que je reprendrai à mon compte, c'est la notion d'inquiétude. Parler d'inquiétude, et je crois que dans un documentaire qui ne crée pas de l'inquiétude est évidemment un documentaire qui pose problème. Donc, la question de l'inquiétude me semble assez fondamentale, que ce soit l'inquiétude ou l'inquiétante étrangeté. Je crois qu'il y a de cela dans le documentaire. Alors, pourquoi est-ce que mon intervention est très différente? Parce que je ne vais pas travailler des œuvres particulières, je ne vais pas travailler des approches du document, mais plus exactement des questions de définition et de pratique. Qu'est-ce que le documentaire, non pas le document, mais le documentaire, plutôt du point de vue de la pratique. Et ceci est, je dirais, normal, puisque étant censé présenter le volet nord-américain de la question, je dirais que, comme vous savez qu'au commencement, le monde entier était l'Amérique, eh bien, en matière de photographie, c'est vrai que l'Amérique a du Nord, et les États-Unis en particulier, puisque c'est mon champ, a une place qui est évidemment à nul autre pareil, et qui occupe effectivement le monde de la photographie d'une manière qui est évidemment très différente de la photographie d'Amérique du Sud. Donc c'est évident qu'il y a des choses que je ne dirais pas, ou que je dirais autrement. Ce qui avait motivé, je dirais, ce numéro de la revue, c'est que nous avions constaté en fait un renouveau assez net, en tout cas perceptible, de l'approche documentaire dans les Amériques, et surtout avec le tournant numérique. On a constaté que ce changement technologique avait aussi induit des choses intéressantes du point de vue évidemment du document, mais surtout du documentaire. Et d'autre part, comme chacun sait, et on l'a vu dans la première présentation, l'extension des frontières de l'art contemporain a évidemment gommé considérablement les limites du photographique et a aussi beaucoup joué là-dessus. C'est-à-dire que ce type de travail qui nous a été présenté sur l'Amérique du Sud n'aurait pas été possible, n'a pas vraiment existé il y a 70 ans ou 80 ou 100 ans. Donc il y a vraiment eu une évolution dans le domaine, y compris de l'art. Mais moi, je vais plutôt me placer du côté de l'actualité, de la forme documentaire, actualité de la forme documentaire qui nous semble très, très forte en ce moment. Alors, est-ce que voilà, actualité de la forme documentaire, ce sera je vais essayer d'en dire 2-3 mots. Alors, actualité de la forme documentaire, au sens de, je ne vais pas encore entrer dans des questions de définition. Ma définition, vous allez voir tout de suite ce que je veux dire par documentaire, ou en tout cas dans quelle direction je pousse. Si je vous dis que cette forme documentaire qui a été considérablement critiquée, qui a été en photographie, mais au-delà aussi de la photographie, avait par exemple totalement disparu du cinéma. Il n'y avait plus de cinéma documentaire vraiment. Le cinéma documentaire s'était quand même effondré, ou en tout cas était devenu quelque chose d'extrêmement confidentiel. Et le cinéma documentaire est revenu. Depuis les années 2000, le cinéma documentaire est revenu au centre en tout cas, est revenu en matière de distribution. Hein, on a aujourd'hui accès via des plateformes dont on ne peut pas, je dirais, soupçonner le caractère confidentiel tel que sont que Netflix et HBO. On a énormément de documentaires qui sont diffusés, de documentaires grand public. Mais aussi le succès de toute une série de films, et l'Amérique du Nord est très bien placée en la matière, de succès de films
de fiction basée sur une histoire réelle, je cite, ou impliquant des reconstitutions, des recherches documentaires poussées. Bon. Si on ajoute évidemment le fait que certains documentaires, comme sur certaines chaînes qui sont diffusées en replay, sont souvent plus consultés que les autres éléments de la chaîne, y compris la fiction, si on y ajoute considérable nébuleuse de web documentaires plus ou moins formalisés que l'on trouve sur toute une série de sites, on se rend compte que effectivement le documentaire, dans son sens le plus simple du terme, est de retour. Et il est de retour aussi, je dirais, dans la photographie. Alors, ceci peut s'expliquer de deux manières, et là parce que je pense que culturellement il se passe quelque chose. Il y a l'hypothèse charitable. L'hypothèse charitable, c'est celle du goût du public pour l'éducation et la connaissance, qui le déplacerait tout à coup des bancs de l'école qui auraient été... Les bancs de l'école, c'est ennuyeux, vers les écrans de la vie quotidienne, sympa. Voilà, donc c'est une façon sympa d'accéder à l'éducation et à la connaissance. La théorie opposée, et là je ne me place pas dans une critique, la critique évidemment qui a été faite, et c'est... Martha Rosler, enfin, etc., avait poussé dans le sens d'une critique fondamentale de la forme documentaire. Là, je prends le documentaire, je dirais, pour ce qu'il est, de manière très ouverte. La théorie opposée, beaucoup moins charitable, ce serait celle qui pointerait en direction d'un fantasme contemporain et qui me semble extrêmement important pour comprendre pourquoi ce documentaire revient de manière... massive, c'est que nos sociétés occidentales, et là je parle des États-Unis très fortement, mais je parle aussi de l'Europe, des sociétés qui sont à la recherche de l'authenticité sans les risques. C'est-à-dire que vous avez accès à l'authentique, et le documentaire vous promet de l'authentique, et évidemment, vous n'en assumez aucun des risques dans des sociétés qui sont devenues des sociétés de la peur et de la précaution. Et ça, c'est extrêmement fondamental. Et il me semble que le documentaire participe aussi de ceci. Et c'était déjà quelque chose que... Alors, on peut discuter de l'apport de Susan Sontag disons, au décodage de la photographie, mais c'était la critique de Sontag de la photographie, c'était déjà ça. C'était déjà, au fond, cette critique-là. Moi, je dirais que, alors si on en est à faire des références, je dirais que cette question du documentaire, elle est peut-être attaquée de manière plus intéressante par quelqu'un qui est assez peu connu en France, qui est beaucoup plus connue dans le monde anglophone, qui est peu... Alors, je ne sais pas en Amérique du Sud si elle est lue et traduite, c'est Ariella Azoulay. Ariella Azoulay est quelqu'un qui est philosophe, enfin essentiellement, et qui a beaucoup écrit, évidemment, dans le cadre de ce qui la préoccupe en tant qu'israélienne, la préoccupe le rapport Israël-Palestine, bien évidemment. Mais ce que je trouve très intéressant chez Azoulay, c'est justement comment elle peut déconstruire l'hypothèse Sontag en déplaçant la question vers l'objet photographique, l'image, hein, en tant que cette image construit une relation sociale. C'est-à-dire que pour elle, l'image construit cette relation sociale et elle le nomme citoyenneté. On pourrait l'appeler autre chose si on considère que le mot citoyenneté est devenu un peu quelconque, un peu tarte à la crème. Mais ce que j'aime chez Ariella Azoulay, qui n'est pas toujours très clair, hein, parfois c'est un peu compliqué, ou alors c'est moi qui ne comprends pas assez bien la philosophie, ce qui est aussi probable, les deux explications peuvent s'appuyer l'une l'autre, c'est que elle dépsychologise, voilà, elle dépsychologise la relation photographique et au contraire nous place face à une relation politique, face à ce qu'on appelle l'agir photographique. Et en cela, je suis peut-être assez conservateur, mais je dirais que
le documentaire, c'est toujours un agir sur le social. C'est toujours se poser la question, alors le documentaire photographique ou d'ailleurs filmique, c'est se poser la question de savoir si voir, c'est, et surtout montrer, hein, voir, c'est comprendre, et dans quelle mesure comprendre, c'est travailler au changement. Voilà, donc je pense qu'il y a toujours dans le documentaire, il y a cette dimension de changement, d'action, d'agir sur le social. Alors c'est pas toujours positif, hein, je dirais, le changement social, c'est pas toujours vers le mieux, le bien, etc. Hein. On connaît des documentaires qui vont peut-être dans un sens moins libéral, mais il y a cette notion d'action. Et donc, c'est pour cela que j'aimerais me poser cette question ce soir de ce que l'on appelle documentaire et voir comment ce documentaire s'inscrit dans des pratiques concrètes. Alors, qu'appelle-t-on documentaire ? Et c'est ici que je vais prendre un peu le contre-pied d'Olivier Lugon, qui, donc dans son livre, Le style documentaire, donc posait le documentaire comme un style. Voilà. Alors, c'est assez vrai dans la période qu'il étudie. Mais je dirais que si on prend la très longue durée, cette hypothèse ne tient plus totalement. Il étudie dans cette grande période du documentaire, en particulier des années 30, 20-30, il regarde comment le documentaire s'institutionnalise comme art. Or, je pense que lorsque l'on regarde, alors c'est très intéressant, mais lorsque l'on regarde au-delà des années de l'entre-deux-guerres, dans la très très longue durée, et si l'on regarde aussi bien les États-Unis de ce point de vue-là que l'Europe, la question de ces catégories perd, à mon sens, de sa pertinence. Si l'on veut comprendre toutes les pratiques photographiques qui se revendiquent du documentaire et qui sont loin d'être toutes équivalentes, il me semble qu'il faut trouver un autre moyen de caractérisation. Et je vais essayer de caractériser ce que, au fond, les États-Uniens, les photographes américains, mais plus largement les photographes occidentaux, ont, au fond, défini eux-mêmes, par leur pratique, comme documentaire. On verra après comment ça se traduit dans des pratiques spécifiques. Alors, tout d'abord, première chose, me semble-t-il, c'est le documentaire, c'est d'abord un discours sur le monde. C'est toujours un discours sur le réel. C'est un discours très, très évident sur le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, et j'y reviendrai, beaucoup de questions de storytelling, hein, mais on y reviendra. Donc un discours sur, un rapport médiatisé, hein, mais un rapport vraiment médiatisé très fortement au monde, et alors dans notre cas, plus spécifiquement par la photographie, mais ça peut être par d'autres médias, qui se combinent dans ce que j'appellerais une galaxie documentaire ou un écosystème documentaire. Et le mot n'est pas prononcé. C'est pour ça que je trouve que Beaumont-Newhall, qui est un vieux ringard, évidemment, 1936, c'est quand même très ancien, mais Beaumont-Newhall avait un petit peu eu cette idée que, bien qu'ils ne le disent pas, que, au fond, le documentaire, c'est toujours du documentaire, c'est toujours un écosystème. Alors j'emploie ce mot un peu contemporain, mais en d'autres termes, il n'y a pas d'image toute seule. Il n'y a pas d'image documentaire toute seule, d'abord, et il n'y a pas d'image documentaire sans un accompagnement de texte, sans quelque chose qui organise aussi, de manière non visuelle, cette image. Il n'y a pas donc de pur documentaire visuel, il n'y a pas de pure image. Deuxièmement, et là, c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement, être documentariste, c'est d'abord définir son regard par une sélection de questions et de sujets qui ont tous pour point commun la relation des individus au social. Et de ce point de vue, le documentaire est lié
de près ou de loin, à des pratiques qui sont pas si éloignées que ça, de l'ethnologie, de la sociologie. C'est ce que les anglophones appellent le human interest, hein, même lorsque les sujets sont inanimés, comme le paysage par exemple. Il y a une pensée du social dans le documentaire, toujours. Troisième point, et ça c'est très important, ce rapport au sujet implique une longue, voire une très longue durée, et évidemment, là je parle d'activités un peu différentes de celles dont on a parlé, le collègue a parlé dans la présentation sur l'Amérique du Sud, mais ce rapport au sujet est lié à la très longue durée et qui présuppose l'idée d'une profondeur. Alors, si j'utilise le mot profondeur, tout à l'heure j'ai parlé d'ethnologie, j'ai pensé à l'ethnologie, évidemment, dès qu'on prononce le mot profondeur, on pense à description épaisse, on pense à Geertz, évidemment, il y a de ça. Le documentaire, c'est un engagement. C'est un engagement, c'est une position, c'est une prise de position, et c'est une prise de position dans la très longue durée qui elle-même valide cet engagement. Parce que quand on s'engage dans la très très longue durée, eh bien, on construit un mode de rapport à ces sujets qui est évidemment d'ordre très différent. Donc, cet engagement, et c'est un engagement physique, on peut le dire, totalement physique. Alors, je pense à... J'ai pas mis l'exemple là, mais je pense à des choses comme une photographe de San Francisco, Darcy Padilla, par exemple, qui a travaillé sur une femme... du moment où elle est sortie d'une cure de désintoxication, elle avait une vingtaine d'années et elle a travaillé sur elle elle a vécu de manière très proche avec elle pendant une quinzaine d'années, jusqu'à la mort de cette femme 15 ans plus tard. Donc c'est toute une vie qui se déroule, donc de Judith Project de Darcy Padilla, par exemple, un type d'exemple. Enfin, et ce n'est pas le moindre aspect, le documentaire implique un mode de rendu qui est celui de la narration, du récit, ce qu'on appelle, dans le meilleur sens du terme, le storytelling. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, le storytelling, ça devient... on nous en fume. Non, le storytelling, c'est la narration, et ça, c'est extrêmement important. Alors, Newhall, lui, parle de visualisation. Alors là, on peut discuter, mais cette question de la narration, de la narrativité, de la possibilité des images d'être construites dans un ensemble narratif est fondamentale au documentaire. En d'autres termes, il n'y a pas d'image documentaire au singulier, il n'y a pas d'image documentaire seule, ça n'existe pas. Le documentaire, c'est toujours, pour qu'il y ait vraiment du documentaire, il faut des séries, il faut une série. Alors après, la série, elle est présentée de différentes manières, photo-essay, photo-story, enfin bon, il y a plein de façons de présenter le documentaire, des expositions, etc. Mais le documentaire s'exprime nécessairement dans la série. Il n'y a pas d'unicité. Voilà. Alors, du coup, d'ailleurs, cette question de la série pose un problème. Je sors là d'une journée à la Maison européenne de la photographie sur le documentaire avec une association qui s'appelle Photodoc. Je vous encourage à aller à l'espace des Blancs-Manteaux ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, pour une foire. Donc Photodoc a une foire où Photodoc vend de la photo, mais c'est très difficile de vendre de la photo documentaire, parce que la photo documentaire, non pas simplement à cause de ses sujets, mais la photo documentaire pose des problèmes justement parce qu'elle est sérielle, presque par définition. Alors, tout ceci, dans quelles sont les pratiques contemporaines, en particulier en Amérique du Nord, qui incarnent cette définition du documentaire? C'est pas du tout... Alors, là, j'ai pas totalement exclu, évidemment, les artistes plasticiens, mais disons qu'ils ne sont pas au centre. Alors, le documentaire contemporain, il est pris dans le tournant numérique. Ah, je l'ai dit au début, mais je le redis maintenant. Et le tournant numérique
Je n'entre pas dans les détails, mais ce qui est caractéristique chez les photographes qui se définissent comme documentaires, ce sont des photographes qui essaient de reconquérir leur autorité, au fond, leur statut d'auteur. Ils ne se veulent pas comme de simples rapporteurs, mais des sujets pensants face à des situations humaines qui engagent leur propre subjectivité, leur point de vue, parfois leurs sentiments. Donc, plutôt que d'être relégués dans une position d'être des journalistes de seconde classe, ils ont décidé d'être des auteurs. Et des auteurs, ça va très loin, parce que je pense, alors c'est un travail que je fais actuellement, là, mais il y a aussi, il y a chez certains photographes une tentation de la starisation de leur pratique, qui d'ailleurs pose problème de ce point de vue-là, parce que justement il y a la reconquête de ce statut d'auteur. Deuxièmement, je crois que la question numérique d'abord, la question numérique a fait exploser le nombre de photographes qui pratiquent, qui font des projets documentaires. Aujourd'hui, vous en avez des milliers et des milliers, vous savez, et d'excellents, des choses absolument formidables. C'est très paradoxal, puisque à la fois on ne peut plus vivre du documentaire, et il n'y en a jamais eu autant de documentaristes. Donc c'est extrêmement intéressant, parce qu'on peut aujourd'hui couvrir pratiquement tous les sujets de société. Il suffit que faire le tour des sites des photographes, et vous avez à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, et souvent des travaux d'une très très grande sensibilité, d'un très grand intérêt, qui ne sont ni vraiment vus, ni qui ne sont pas toujours rémunérateurs. Et donc ça pose aux photographes qui réfléchissent beaucoup à ça, évidemment, puisqu'ils doivent eux-mêmes trouver des financements, etc. Ça leur pose des problèmes de positionnement. Et c'est là où on rejoint cette question, mais très différemment, la question des archives, puisque les photographes documentaires se disent, au fond, finalement, on fait peut-être pas ça pour l'immédiat, mais on constitue des archives pour l'avenir, ce qui est, d'une certaine façon, retrouver les anciennes modalités de la photographie des origines. Alors, il est évident que c'est quelque chose qui ne peut pas être financé par le secteur marchand, et donc qui est financé par des fondations, des ONG, des institutions publiques, etc., puisque le secteur marchand ne financera jamais des constitutions d'archives. Ça, c'est la première chose. Donc, auteur, et au fond, nous travaillons pour la très longue durée. Oui, mais travailler pour la très longue durée, ce n'est pas anodin. C'est aussi un engagement social, c'est aussi une prise de risque, c'est aussi un positionnement dans la société qui n'est pas celui de, je dirais, qui est quand même assez différent de celui de bien des photographes. Et c'est pour cela que j'insiste sur l'idée que le documentaire, c'est un engagement. Et c'est un engagement qui se traduit dans qu'elles ont pensé de plus en plus dans une multimédialité des diffusions, et je dirais dès le départ. Dès le départ, maintenant les photographes pensent à des diffusions multimédia, construction de ce système, de cet écosystème documentaire dont j'avais parlé, qui est souvent assez sophistiqué. Mais aussi, et cette question de l'engagement est importante. Alors là, voyons. Voilà, quelle modalité, retrouver le statut d'auteur, retrouver un nouveau mode de diffusion, multimédia, réseaux sociaux. Voilà. Revenir vers les sujets. Et ça, c'est extrêmement important dans les pratiques documentaires, qui sont des pratiques engagées. Et là, pour connaître beaucoup de photographes documentaires, je peux en témoigner, il y a cette idée du retour vers les sujets. C'est-à-dire que dès que le sujet, les sujets ne sont pas simplement des sujets, ou des objets sous l'œil du photographe, mais c'est un contrat de longue durée qui a été passé avec les sujets, et donc on revient. Alors, ça peut être un retour simplement sous la forme d'images, bien sûr, mais au-delà de la simple prise de vue, il y a un engagement. Alors, je pense entre autres à une formidable équipe qui s'appelle Facing Change, qui travaille actuellement sur
un projet de très très longue durée sur Détroit, la ville de Détroit, et c'est réellement un engagement social dans Détroit, puisqu'il y a à la fois il y a un travail politique qui est fait sur la renaissance de Détroit, mais à travers le documentaire photographique, qui a une action, je dirais, politique, et puis des formations de photographes, on forme des locaux, ce sont des photographes, les photographes extérieurs, au fond, viennent essayer de dynamiser le tissu social et de faire en sorte que ce soit les gens de Détroit qui eux-mêmes, un certain nombre d'entre eux, qui prennent en main cette visualisation de Détroit. Donc je prends simplement cet exemple de Facing Change, qui est tout à fait intéressant, mais il y en a plein d'autres. Travail de formation, je pense aussi à un formidable, à New York, dans le Bronx, the Bronx Documentary Center, BDC, Bronx Documentary Center, où un ancien photographe de guerre du New York Times a acheté une maison en ruine, l'a reconstruite avec les gars du coin, et a une bibliothèque, une salle d'exposition, et en permanence fait des stages photos pour des jeunes, etc. Et si vous les suivez par exemple sur Facebook, vous verrez combien il y a cette immersion. Et c'est quelqu'un qui vit là, c'est quelqu'un qui vit dans le Bronx, qui vit avec ces jeunes, et qui est une sorte de maison de la culture à lui tout seul dans ce quartier du Bronx. Donc, Facing Change, Détroit, on a le cas du Bronx Documentary Center. Il y en a plein. Photographe aussi qui s'appelle Louis Palu, qui est un Canadien que nous avions. Donc, il y a un entretien à propos des mines, dans le numéro sur les mines de IDEAS, parce qu'il a travaillé sur les mines canadiennes. Et bon, qui est quelqu'un aussi qui revient en permanence vers ces sujets. Et voilà. Donc, je crois que ça, c'est vraiment l'engagement documentaire. Et puis, donc, toucher de nouveaux publics. Et puis, évidemment, des choses beaucoup plus proches du monde de l'art, que sont les livres et atteindre le musée. Bon, au festival, ça, on va passer là-dessus. Mais les livres et le musée, évidemment, le livre est une activité en plein développement. Livre sous toutes ses formes, le livre narratif, le livre beaucoup plus réflexif. Il y a des livres, je pense au livre de Rita Leitzner, qui est une Canadienne de Toronto, qui s'appelle Marshall McLuhan in Afghanistan. C'est-à-dire qu'elle s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Marshall McLuhan a à nous dire sur l'iPhone qu'elle a utilisé en Afghanistan pour photographier les troupes, alors que c'est une photographe professionnelle qui normalement travaille avec un matériel très différent. Voilà, Gilles Pérez, etc. Voilà. Bon. Donc, des nouvelles formes aussi de narration, hein, et tout ça, ça fait le documentaire contemporain qui est extrêmement vivace. Et comme je l'ai dit, il n'a jamais été aussi économiquement fragile et en même temps aussi formidable. Et je conclurai justement en disant que, et je reprendrai cette histoire d'inquiétude. Moi, ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que vous l'aviez employé, mais je crois que le documentaire, est fait par des gens qui sont inquiets et qui cherchent à transmettre aussi cette inquiétude. Et je dirais que la vraie question qui se pose, c'est la question du public. C'est-à-dire, comment le documentaire atteint-il le public? Est-ce qu'il atteint le public? Cette communication, cette réception, elle est hasardeuse, elle est imparfaite, elle est faible parfois. Pour autant, je parle de documentaire photographique, je pense que le documentaire ne doit pas se penser évidemment qu'en termes d'audimat, parce que précisément les images documentaires, ce n'est pas parce que les images documentaires qui ont été conçues pour changer le monde ne changent pas nécessairement le monde, qu'elles n'ont aucune valeur. Parce que je crois, et ça c'est fondamental, cette question du documentaire est intrinsèquement liée à la démocratie. Je pense que c'est très 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 fortement, je pense que la vie démocratique c'est pas simplement la question de la presse.
Là, le documentaire, c'est pas le photojournalisme, c'est pas simplement la presse, c'est effectivement ces engagements de longue durée. Par exemple, là, nous étions aujourd'hui avec quelqu'un qui a une grosse presse en ce moment, qui est Vincent Jean Rousseau, donc qui a fait un très très long travail sur le Front National et qui a produit 2 livres sur le Front National et un livre sur, au fond, un peu le public des Gilets jaunes, en fait, avant que le mouvement ne se déclenche, publié sous forme de photoroman. Vous pouvez l'écouter, il était à l'instant M ce matin sur France Inter. Et ben, c'est quelqu'un qui est très profondément impliqué dans sa vie, je dirais, sur ce terrain, car il estime que c'est une activité qui est nécessaire à la démocratie. Alors, moi, le mot que je retiens, c'est que la photographie documentaire, j'aimerais la rapprocher, alors non pas du tout épistémologiquement, mais dans ce qu'elle fait peut-être, j'aimerais la rapprocher de la littérature. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. De la littérature, car je dirais que dans le meilleur des cas, la littérature, et vous allez voir, c'est presque paradoxal, nous arrache à notre monde, elle nous conduit vers d'autres vies que la nôtre, et on sait bien que la littérature n'a jamais changé le monde, la photographie n'a jamais changé le monde non plus, c'est beaucoup plus complexe que ça, même Facebook n'a pas changé le monde, enfin, à voir. Je ne suis pas toujours sûr même que la photographie nous informe à elle seule sur le monde, en tout cas pas dans l'acception commune du terme. En revanche, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous défamiliarise. Et défamiliariser, c'est quand même quelque chose de formidable et de capital, y compris dans la démocratie. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. Merci.